Saad, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, très beau parcours avec Kirao Small Cap. C'est l'un des meilleurs fonds sur 3 ans, l'un des plus performants. Quand je dis meilleur, c'est l'un des plus performants. Alors, on va tout de suite citer les performances. Kirao Small Caps, donc depuis création, performance arrêtée au 11 juin, c'est 71% en cumulé. Donc en annualisé, c'est du 13,80. Et pour savourer cette performance, il faut la comparer à celle de la catégorie. La catégorie en cumulé, c'est 19,5%, donc contre 71. Et en perf annualisé, c'est du 4,37 contre du 13,80, je le répète. Donc, sacrée surperformance de Kirao Small Caps. Comment établit-on une telle surperformance dans la durée ? La surperformance est essentiellement le fait de notre process de gestion. Ce qu'on dit souvent, ce qu'on recherche, c'est une forme d'asymétrie dans les coûts de rendement risque des sociétés dans lesquelles on investit. Et donc ça passe par un process assez simple. C'est une concentration sur des sociétés qui vivent une rupture particulière avec donc un ADN très axé sur la vie financière qui nous permet de repérer ces ruptures. Idéalement, ces ruptures basées sur des sociétés qui ont des positions concurrentielles extrêmement fortes, avec des valorisations qui justement n'intègrent pas cette notion de rupture, en tout cas cette déformation potentielle de la croissance bénéficiaire. Donc vous essayez de vous situer en amont par rapport au marché, c'est-à-dire repérer les ruptures qui vont générer des croissances bénéficiaires fortes pour les entreprises pendant des cycles de 2-3 ans. C'est ça, on est sur un horizon de 24-36 mois, clairement. Bon, a priori ça marche, mais quand on regarde dans le détail, je reviens à la performance de 2018. Alors elle a été négative parce qu'on le sait, les small caps ont sévèrement corrigé, mais vous avez réussi à surperformer malgré tout par rapport à la catégorie, c'est assez net, près de 6 points de surperformance, c'est considérable. Et quand on regarde encore plus dans le détail, on voit que vous aviez pas mal de cash. Est-ce que c'est grâce au jeu de cette poche de cash que vous avez réussi finalement à limiter la casse ? Bon, les deux sont très liés. Effectivement, on a eu en moyenne sur l'année 2018 une quinzaine de pourcents en termes de liquidité, sachant que la poche de cash a effectivement cru de manière très linéaire sur l'année. On a commencé avec 5-6% de cash début 2018 et on a fini à un plus haut de autour de 20% en novembre 2018. Et on a fini l'année en 2018, fin décembre, avec une dizaine de pourcents. Qu'est-ce qui vous incitait à avoir autant de cash ? J'allais y venir justement. En fait, la poche de cash n'a pas été décrétée en amont. C'est pas vraiment une décision top-down à proprement dite. Elle est purement corrélée à notre process de gestion et la discipline qu'on a en termes de valorisation. Et clairement, fin 2017, début 2018, on commençait à être, on va dire, assez inconfortable avec les niveaux de marché et avec les niveaux d'activité des entreprises. Là, c'est vraiment en faisant abstraction de toute macro et en vous focalisant sur les valorisations. Essentiellement, d'ailleurs, c'est le cœur de nos process, et j'insiste sur l'importance de l'analyse financière qu'on réalise en interne. C'est ce qui nous permet, en tout cas, d'avoir une vue relativement précise, selon nous, sur les coûts rendement risque des sociétés qu'on a en portefeuille ou du moins qui sont dans notre univers d'investissement. Et comme on recherche en permanence des asymétries sur ce coût rendement risque, avec un potentiel de baisse qui nous semble très limité, un potentiel de hausse mécaniquement plus élevé, eh bien, fin 2017, début 2018, on commençait à clairement en trouver beaucoup moins. Et donc, on a allégé de manière assez substantielle mais progressive tous les profils de risque avec lesquels on n'était plus très à l'aise, tant en termes d'activité qu'en termes de valorisation. Je peux même illustrer le cas avec un acteur comme Trigano, par exemple, dont on a été actionnaire depuis le lancement du fonds en avril 2015. On avait un prix de revient autour de 30 euros. C'est une très belle société, très bien gérée, avec de très belles positions sur son marché. C'est le leader européen dans le domaine de la fabrication de camping-cars, véhicules de loisirs au sens large. Sauf qu'on est arrivé fin 2017 sur des niveaux de valorisation autour de 14 fois le résultat. Fin 2018. Fin 2017, début 2018. D'accord. Vous aviez commencé à alléger, en fait... Dès le S2 2017, sur des prix autour de 130 euros, parce qu'on avait des niveaux de valorisation autour de 14 fois le résultat opérationnel, sur des niveaux de résultats opérationnels avec des niveaux de croissance qui étaient très forts ces 3 dernières années, et des niveaux de marge qui étaient autour de 10-11%, ce qui est un niveau dans l'absolu très élevé pour un acteur industriel comme Trigano, et qui est quand même un acteur relativement cyclique en cas de ralentissement économique. Clairement, c'est de la consommation discrétionnaire, donc il y avait un profil de risque qui n'était pas anodin, qui ne l'est toujours pas. Et donc on avait là, en l'occurrence, une vraie asymétrie qui nous paraissait plutôt dangereuse. Donc c'est un des exemples parmi d'autres qui ont fait qu'on a allégé et vendu certaines valeurs. On était aussi complètement absent du secteur automobile, par exemple, parce qu'on n'était pas du tout à l'aise avec leur coût rendement risque.
Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre avec vous et votre process de gestion, c'est votre auscultation, votre dissection des comptes des entreprises et de leur activité, et de leur business model et de leur situation concurrentielle qui vous amène à prendre les décisions de gestion et ce n'est pas du tout la macro. En lien avec la valorisation, bien sûr. Non, non, la macro, effectivement, alors c'est un des inputs, un des éléments en tout cas qu'on va intégrer dans nos cas d'investissement, mais à aucun moment, et ça c'est ce qu'on répète régulièrement, on ne prend une décision d'investissement basée sur un scénario macroéconomique. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'avoir une approche bottom-up, c'est vraiment la performance opérationnelle des entreprises à travers le temps. Je reviens au marché. Bon, il a corrigé. Et je me souviens d'une présentation à laquelle j'ai assisté, où vous interveniez et vous disiez, bah, là, maintenant, on a tout de même pas mal d'opportunités qui s'offrent à nous dans l'univers small caps. Ça, c'était début mai. C'est toujours le cas? Alors, entre mai et aujourd'hui, enfin, entre début avril et aujourd'hui, parce qu'en l'occurrence, la présentation à laquelle vous faites référence, c'était plutôt le début avril 2019. Oui, effectivement, en fait, en 2018, on a eu une baisse que je qualifie essentiellement d'un dérating boursier. On n'a pas eu de vrai ralentissement économique avec des résultats qui ont été vraiment impactés par ce ralentissement. On a eu surtout des attentes qui ont été un peu déçues, en tout cas revues à la baisse, et c'est pour moi 80% de l'explication de la baisse de 2018. Pour autant, donc on a eu des sociétés, même si l'indice des petites et moyennes valeurs, enfin, si on prend le CAC Small, le CAC Mini Small, ont baissé de l'ordre de 20 à 25%. Il y a beaucoup de sociétés qui ont, dans cet environnement-là, baissé de plus de 50%, et donc qui ont vraiment dératé. Et là, à nous de faire le tri entre ces dératings qui nous paraissent justifiés, parce qu'il y a des sociétés qui ont même baissé de 70%, mais qui ne m'intéressent pas plus aujourd'hui. Par contre, il y a d'autres sociétés qui ont baissé effectivement de manière importante et où on pense qu'on commence à être entré dans une phase d'exagération. Donc c'est vrai que de manière ciblée, on trouve clairement plus d'opportunités aujourd'hui qu'il y a un an, et c'est assez mécanique du fait de la baisse de 2018. Ça tombe bien que vous parliez d'investissement ciblé, parce que quand on regarde votre niveau de cash et son évolution, on constate que fin avril, vous en aviez près de 12%. Aujourd'hui, on est à une dizaine de pourcents. Très bien. Or, traditionnellement, si je me souviens bien, vous aviez plutôt tendance à être complètement investi quand tout allait bien. Est-ce donc que finalement, on ne trouve pas tant d'opportunités que ça? Alors déjà, on a plutôt vocation à être investi entre 95 et 100. Donc finalement, avec 10% de cash aujourd'hui, c'est un volant entre 5 et 10%, effectivement. C'est pas non plus, énorme comme situation. Non, mais c'est 2 fois plus de cash que la moyenne. C'est vrai. Non, mais c'est assez simple parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, 2018 a été essentiellement un dérating boursier en termes de multiples. On a eu relativement peu de révisions à la baisse, en tout cas pas de grande ampleur, notamment sur les petites et moyennes valeurs qui sont dans notre univers. Et donc, en fait, on est relativement à l'aise avec les multiples de valorisation sur certaines valeurs prises une à une. Mais on peut évoquer le cas de Maisons du Monde, par exemple, qui est une valeur qu'on a initiée en décembre 2018. C'est une valeur qui, sur l'année 2018, a un petit peu déçu, a vu, en tout cas moi sur la base des attentes que j'avais en début d'année, à réviser, enfin j'ai révisé mes résultats de l'ordre d'une quinzaine de pourcents. Pour autant, le cours de bourse a baissé de 60% sur l'année. Donc on a eu un gros dérating boursier. Mais aujourd'hui, donc on se paye à peu près autour de 7 fois le résultat opérationnel. Aujourd'hui, on est quand même sur une société qui, en termes d'activité, reste sur des niveaux très élevés. On a des niveaux de marge en termes d'EBITDA qui sont autour de 12-13% et de marge opérationnelle pure qui sont autour de 10%. Ce qui est un niveau intrinsèquement élevé pour un distributeur comme Maisons du Monde. Donc il y a une vraie question sur la soutenabilité de cette marge. Et donc le 7 fois que j'évoque aujourd'hui peut potentiellement devenir plus important si effectivement les résultats baissent. Donc, et le cas Maisons du Monde, comme d'autres mouvements qu'on a fait récemment, Maisons du Monde, ça a été une ligne qui a été initiée autour de 1,5% au sein du portefeuille. Donc vous avez gardé un peu de marge pour réinvestir si besoin, renforcer la ligne. Clairement, de voir quelle est la capacité du groupe à soutenir un tel niveau de marge dans la durée. Et pour finir de répondre à votre question, on n'est clairement pas sur un scénario comme en 2008-2009 où on a eu une crise économique majeure, où il fallait que se baisser pour ramasser des opportunités. Aujourd'hui, il faut faire preuve de beaucoup plus de discernement, et notamment en termes des profils de risque des sociétés. Donc, ce qui fait qu'on a un petit volant de cash qui nous permet d'intervenir de manière plus spontanée. Comment vous percevez la réticence du marché à revenir avec enthousiasme sur les small caps? Parce que
certes, elles ont rebondi par rapport à leur point bas de décembre, mais d'une dizaine de pourcents, et elles sont toujours, si on se réfère à l'indice CAC Small, près de 20% en deçà de leur plus haut de juin 2018. Je pense que la réponse est dans la baisse de l'année 2018. Clairement, la baisse de l'année a mis en avant le risque, en tout cas, ou le potentiel de baisse d'une classe d'actifs comme les petites et moyennes valeurs, sachant que le CAC 40 en face a baissé d'à peine 8-9%, je crois, de dividendes réinvestis. Donc il y avait un gros écart. Donc clairement, je pense que ça refroidit une bonne part des marchés. Après, nous, on est un fonds, comme vous l'avez dit. Alors certes, on investit sur des petites et moyennes valeurs, mais on a quand même une performance qui est très différente de la classe d'actifs au sens large. Nous, on est concentré sur entre 30 et 40 valeurs au sein du portefeuille, quand il y en a dans notre univers un peu plus de 250, et si on parle des valeurs cotées, on est quasiment plus du millier à l'échelle européenne. Donc on a vraiment, ce qu'il faut bien avoir en tête quand on investit chez nous, c'est qu'on a vraiment une vision absolue des choses. Ce qui nous intéresse, c'est le potentiel, c'est le rendement cible qu'on va avoir sur chaque cas d'investissement sur une horizon de 24-36 mois, que nous, on situe généralement autour de 8 à 12% par an, de rendement annualisé, sur un horizon de 3 ans. Et donc, clairement, les moteurs de performance du fonds sont quand même assez éloignés de la macro, ou en tout cas d'une classe d'actifs au sens large. C'est dangereux de faire l'amalgame entre une classe d'actifs aussi hétérogène que les petites et moyennes valeurs et un fonds comme le nôtre. Alors, certes, mais vous appartenez à l'univers. Oui. Vous ne pouvez pas vous en détacher complètement. Mais on n'est pas représentatif, je pense, de l'univers. Pour reprendre des termes statistiques, l'échantillon n'est probablement pas représentatif de tout l'univers. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez à un investisseur qui tout de même se pose la question d'investir dans les petites capitalisations parce que il a été effrayé par le choc de liquidité qui s'est produit sur les petites valeurs au quatrième trimestre 2018 et il est tout de même un peu inquiet des perspectives alors, macro, vous allez me dire que vous n'y intéressez pas, mais ça se reflète généralement dans les comptes des entreprises. Pas dans la durée. Je pense justement que les principaux moteurs de performance boursière et donc d'un fonds comme le nôtre sont vraiment la performance opérationnelle des sociétés qu'ils constituent. Et dans la durée, 90% est expliqué par la capacité d'une entreprise à croître, à gagner des parts de marché et à être d'une certaine manière quasiment immunisée d'un environnement macroéconomique. Je pense qu'il faut justement ne pas confondre, bien distinguer les différents moteurs de performance d'un fonds dans la durée comme le nôtre. Moi, je suis très investi sur la classe d'actifs. Je pense qu'il faut lisser ses investissements dans le temps pour ceux qui sont un petit peu frileux. Il faut avoir une logique vraiment de long terme sur cette classe d'actifs et surtout, il ne faut pas avoir d'ambition trop élevée. Je pense qu'un rendement de 8 à 12% dans la durée pour un fonds comme le nôtre, c'est un objectif raisonnable. Saad, merci. Merci Vincent.